8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bienvenue et bonjour Gabriel Attal. Bonjour. 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier, 3 dates pour un allègement du confinement. Est-ce que c'est un calendrier qui est figé ? Oui, c'est un calendrier qui a été fixé par le président. Il permet d'avoir de la visibilité, il permet, je crois, à chaque Français et puis aux acteurs économiques qui sont concernés de se projeter. Et évidemment, comme l'a dit le président, chacune des étapes pourra être franchie dès lors que le nombre de contaminations continuera à diminuer, dès lors que la pression sur l'hôpital continuera à diminuer. Il y a des objectifs chiffrés qui sont très clairs. Et je pense que c'est aussi un élément qui permet de remobiliser tout le monde, parce que maintenant on voit quels sont les objectifs pour pouvoir assouplir encore le confinement. Et ça me semble un point qui était attendu par les Français. Il est fixé, dites-vous, mais est-il figé ? Par exemple, si la situation sanitaire s'améliore, et on n'est pas à l'abri quand même de bonnes nouvelles, on l'espère, est-ce que vous pourriez avancer les dates du 15 décembre, du 20 janvier ? Et si la situation sanitaire s'améliore, le 15 décembre, le 20 janvier, on pourra franchir ces étapes. Mais le calendrier a été fixé par le président. Alors concrètement, Gabriel Attal, on va rentrer dans certains détails. Une aide équivalente à 20 qui ont été obligés de rester fermés jusqu'au 20 janvier, les restaurateurs, les salles de sport. Est-ce que cette aide couvre toute la période de fermeture administrative ? Vous savez qu'il y a eu une fermeture administrative pour des commerces et les restaurants, les bars, qui a couvert tout le mois de novembre. Et sur ce mois de novembre, il y a eu un dispositif de fonds de solidarité avec un plafond à 10 000 € qui a été mis en place. Et là, ce qu'a annoncé le président de la République, c'est que nous donnons la possibilité aux restaurants. Et là, on parle notamment des restaurants, entre guillemets, soit de taille moyenne ou de taille plus importante, soit les personnes qui ont, par exemple, un groupe de plusieurs restaurants, on leur donne la possibilité ou des salles de sport, la possibilité plutôt que les 10 000 €, si ça ne couvre pas les frais fixes et si c'est trop peu pour permettre de tenir, de choisir d'avoir 20% du chiffre d'affaires. Oui, mais sur quelle période ? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a plusieurs restaurants, qui fait 200 000 € ou 100 000 € de chiffre d'affaires, on va dire, avec le fonds de solidarité de la précédente version, il aurait eu 10 000 € pour le mois. Là, il aura 20 000 €. Donc c'est un programme qui permet de couvrir plus de quelle période ? 15 novembre, 15 janvier ? Il rentrera en vigueur au 1er décembre pour les restaurants, les bars, les salles de sport, tous ceux qui sont fermés administrativement. Mais par rapport à quelle période de l'année dernière ? C'est ça ? Par rapport au même mois de l'année dernière. Au même mois de l'année dernière, bon, c'est clair. Certains pensent que vous considérez les restaurateurs ou les propriétaires de salles de sport comme des pestiférés. Pourquoi eux, les derniers ? Pas du tout, et moi je veux leur rendre hommage. Vous savez, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui souvent ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour monter leur affaire, qui n'ont pas envie d'ailleurs de vivre pendant très longtemps des aides de l'État, qui ont envie de vivre de leur travail et de se lever le matin pour travailler. Et donc moi je veux leur rendre hommage. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'on commence à avoir maintenant une littérature scientifique, comme on dit, assez nourrie, notamment une étude très importante qui a été publiée aux États-Unis dans la revue Nature. On est en France, hein ? Oui. Pourquoi on n'a pas une étude en France ? On a bien Santé publique France. Vous avez une étude du professeur Fontanet qui sera communiquée dans les prochains jours. Et qui indique quels sont les principaux foyers de contamination. Oui, qui permet d'estimer où sont les principaux lieux où on se contamine. Mais la réalité, c'est qu'on sait maintenant que les endroits où on doit enlever son masque parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on chante, sont des endroits où on se contamine davantage. La question, Sonia Mabrouk, c'est de leur donner de la visibilité. Et là-dessus, le président a été clair. Il leur a dit qu'au 20 janvier, si nous maintenions le cap qu'on s'était fixé avec une stabilisation à 5000 contaminations par jour, ils pourraient rouvrir. Et la deuxième chose, c'est de continuer à les aider à passer cette période difficile. D'où le dispositif renforcé qui a été annoncé par le président hier. Très bien. Encore une question pour être précis pour tous ceux qui nous écoutent. Sur les 20% du chiffre d'affaires, c'est la totalité du chiffre d'affaires dont on parle ? Oui, alors là-dessus, Bruno Le Maire donnera les précisions. Il y a une conférence de presse vous me dites oui, apparemment, demain. C'est ce qui quand on dit 20% du chiffre d'affaires, c'est 20% du chiffre d'affaires. Monsieur Attal, et les bars ? Selon les informations d'Europe 1, les bars ne rouvriront pas avant le 1er février. Et j'ai noté, mais peut-être que je me suis trompée, mais hier, le président n'en a pas parlé précisément des bars. Si, le président a dit que la dernière étape, c'était le 20 janvier, et qu'à ce moment-là, si les contaminations donc bars et restaurants et salles de sport, c'est clair. Alors, réouverture des commerces dès ce samedi, ça c'est une bonne nouvelle évidemment, mais pourquoi beaucoup, monsieur Attal, n'ont pas vu la couleur des dispositifs de compensation de l'État ? Vous l'entendez, cette petite musique ? Oui, mais alors d'abord, je vais vous dire, il y a un certain nombre de commerces, d'établissements, là on parle plutôt des restaurants, qui ont connu le couvre-feu au mois d'octobre,
qui là ont eu le versement de leur fonds de solidarité et des dispositifs depuis maintenant quelques jours. Donc ils en ont vu la couleur. Ensuite, pour ce qui est des commerces qui étaient fermés pour le mois de novembre, pour demander les aides, c'est normal que le mois se soit achevé pour dire voilà, j'avais tant de chiffre d'affaires l'an dernier en novembre, j'ai 0 cette année. Et donc la plateforme va ouvrir dans les tout prochains jours et dans les premiers jours de décembre. Je ne dis pas dans quelques semaines, dans les premiers jours de décembre. C'est pas encore la bureaucratie, la technocratie qui freine. Vous savez, on peut regarder les choses... Je sens par votre... Non, parce que moi je trouve que sur un certain nombre de dispositifs, cette crise a montré qu'on était capable d'aller très vite. Vous savez, je me souviens du premier confinement, en quelques jours, le chômage partiel qui est mis en place. Si on n'avait pas été dans une telle urgence et dans une telle situation, je pense qu'il aurait fallu beaucoup de temps pour le mettre en place. Là, on a honnêtement des fonctionnaires qui ont redoublé d'efficacité, d'inventivité. Il y a du bon sens et il y a aussi du non-sens. Parlons-en, parce que parfois on a l'impression véritablement que c'était un voyage en absurdité. N'est-il pas absurde, monsieur Attal, de mettre 30 fidèles dans la cathédrale de Chartres comme dans une petite chapelle de campagne? Et moi, je pense qu'il faut des règles claires. Elles sont claires là? Est-ce qu'elles sont de bon sens surtout? Mais elles sont claires. Et je vais vous dire, voilà, le fait d'avoir une jauge pour tout le monde, c'est clair. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'il faut continuer à protéger la santé des Français. On a entendu les demandes des fidèles de pouvoir à nouveau se réunir pour des offices. On a entendu par ailleurs le Conseil d'État qui nous a indiqué qu'assez vite il fallait assouplir sur les lieux de culte puisque ça relève de la liberté d'exercer son culte. Dans le même temps, on a vu aussi dans cette épidémie un certain nombre d'exemples où des cérémonies religieuses avaient pu donner lieu à des contaminations. Mais pourquoi punir? Pourquoi pas? Voilà, une question claire. Pourquoi pas une jauge par mètre carré comme pour les centres commerciaux et les grands magasins? Je vous ai ça dit ne pénalise personne, là, au contraire. Ça permet de rendre les choses claires, visibles pour tout le monde. On ne va pas envoyer des gens pour mesurer les mètres carrés dans une église. Pourtant, vous l'avez fait dans les grands magasins, les grandes surfaces. Je ne compare pas un grand magasin à une église. Justement, voilà. Pour certains évêques, pardonnez-moi, et les catholiques de France, c'est inutilement vexatoire. J'entends ce que vous dites. La réalité, c'est que si on veut assouplir, il faut le faire en étant responsable. Et si on veut être responsable, il faut des règles dont on sait qu'elles seront respectées et donc même si elles sont de non-sens là. Et donc qu'ils soient claires. Voilà, elles sont claires. Même si c'est du non-sens. Et je vais vous dire, notre souhait, c'est de pouvoir franchir les étapes suivantes et de continuer à assouplir évidemment si la situation continue à s'améliorer. Alors justement, les étapes, Gabriel Attal, tester, alerter, protéger, isoler, soigner, dit le président. Isoler, y compris, a-t-il dit, de manière plus contraignante, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes diagnostiqué positif, il faut que vous respectiez un isolement. Et donc il faut que l'isolement soit parfois mieux compris dans ses règles, parfois mieux appliqué. Et donc ça veut dire qu'il faut accompagner les personnes. Vous savez, j'étais en déplacement il y a 2 semaines à Lille. J'ai eu une rencontre avec l'Union régionale des professionnels de santé libéraux des Hauts-de-France qui a mis en place une plateforme téléphonique pour accompagner à distance justement les malades. Et ils m'ont dit que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. On a résolu le problème de l'isolement, il y a une plateforme téléphonique. Pardonnez-moi d'être ironique. Je vous dis que ce sont des professionnels qui se sont organisés eux-mêmes et qui m'ont dit qu'ils constataient que pour beaucoup de Français, pour un certain nombre de Français, être accompagnés, y compris psychologiquement, expliquer les règles, pourquoi on s'isole, ça comptait. Mais monsieur Attal, la réalité, c'est que pour éviter le 3e confinement, beaucoup pensent qu'il faut passer par un isolement contraignant. Mais c'est une possibilité. Vous savez, moi, je me suis prononcé pour à titre personnel. Oui, je sais. Mais est-ce que vous y travaillez au gouvernement? Mais bien sûr qu'on y travaille. On y travaille et on aura un débat démocratique avec les forces politiques. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi française, vous ne pouvez pas contraindre un malade à s'isoler parce qu'il est malade. Et que jusqu'à maintenant, dans la gestion de cette épidémie, on a parié sur la confiance, la responsabilité de chacun. Et je vais vous dire, dans une grande majorité, très grande majorité, les Français, ils sont responsables. On a des voisins, y compris en Europe, qui, eux, ont une obligation dans la loi, parfois avec, y compris des sanctions qui existent pour... et des amendes exorbitantes. Pour assurer que les personnes restent isolées. Moi, j'ai entendu beaucoup de Français dans cette crise me dire, finalement, on se dit, est-ce que si on concentrait les contraintes sur les chaînes de contamination, y compris de manière obligatoire avec des sanctions, est-ce que ça permettrait pas d'alléger les contraintes sur tous les autres? Que répondez-vous? Moi, j'ai toujours dit qu'à titre personnel, ça me semblait être une piste intéressante. Et est-ce que votre piste avance au sein du gouvernement et de l'exécutif au plus haut sommet de l'État? Ça, il y aura, il y a un travail qui va être mené dans les prochaines semaines, et surtout parce que c'est un modèle qui jusqu'à maintenant n'était pas appliqué en France. Ça justifie qu'on ait ce débat démocratique avec les forces politiques. On peut pas nous dire de temps en temps vous décidez tout seul de manière autoritaire, et quand on veut associer, regretter qu'on donne pas la solution. On vous le dit souvent, dans le secret du Conseil de défense, une atrophie de la démocratie et du Parlement. Vous la comprenez pas? Je vois Jean-Luc Mélenchon qui, depuis quelques semaines, polémique autour de ce sujet-là. Ça fait 9 mois que l'épidémie a commencé, 9 mois que le Conseil de défense est l'instance qui gère cette épidémie. J'ose espérer que s'il y avait eu un doute sur ce sujet-là, ça fait bien longtemps qu'on en aurait entendu parler. La réalité, c'est que le Conseil de défense, il existe dans nos textes depuis 100 ans, qu'il a été très régulièrement utilisé par des prédécesseurs d'Emmanuel Macron,
qui vise à gérer des situations d'urgence pour le pays, et je crois qu'on peut dire que la crise sanitaire en est une, et que dès lors qu'il y a des mesures ou des enjeux qui ont un impact sur les libertés publiques des Français, elles passent en Conseil des ministres et elles sont discutées par le Parlement. Il y a eu plusieurs centaines d'heures de discussions au Parlement sur les différents dispositifs. Monsieur Attal, et maintenant, qu'est-ce qui nous garantit que sur les vaccins, on ne connaîtra pas la même organisation, certains disent erratique, comme sur les masques et les tests? Mais parce qu'on anticipe, parce qu'on travaille. D'abord, la France sera prête. Mais bien sûr qu'elle sera prête. On a pré-réservé des doses. Au total, je crois que ça fait autour de 90 millions de doses qui ont été réservées au niveau européen pour la France. On a mis de côté un budget dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, 1,5 milliard d'euros, ce qui fait qu'on a déjà de l'argent réservé pour pouvoir payer les premières doses. On travaille pour identifier les centres de stockage, les lieux où ils pourront être distribués. Et on attend maintenant les avis des autorités de santé. Le président de la République l'a dit, dès fin décembre, début janvier. Si les autorités de santé françaises et européennes valident des vaccins, nous pourrions commencer à vacciner en France. Gabriel Attal, combien de victimes collatérales, combien de milliers de victimes économiques, combien de suicides, combien de dépressions, combien de malades hors Covid non soignés, le tout pour un certain pourcentage de morts du Covid. Vous l'entendez, ce débat, cette question? Mais j'entends parfaitement ce débat. Je sais aussi que si on avait décidé de vivre normalement et de ne pas faire de contraintes face à l'épidémie, qu'est-ce qui se serait passé, Sonia Mabrouk? On aurait l'épidémie qui aurait circulé très largement. On aurait eu plusieurs centaines de milliers de morts. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques, c'est le conseil scientifique. Je crois qu'il y a même un avis qui avait parlé de 400 000 morts en France. On aurait eu un hôpital saturé. Et du coup, là, on ne parle pas simplement... Des chiffres non vérifiés. Non, mais là, on ne parle pas simplement des malades du coronavirus. Avec un hôpital saturé, si vous avez un accident de voiture, si vous faites un infarctus, vous n'êtes pas sûr d'être pris en charge. Et donc, moi, je vais vous dire, si on s'était retrouvé dans une situation comme ça en France, avec des gens qui meurent à domicile faute de place à l'hôpital, avec une situation chaotique et catastrophique, je n'imagine pas que les Français auraient vécu normalement, qu'ils auraient continué à aller au restaurant, faire leurs courses normalement. Donc le pays se serait, je pense, par sidération, de toute façon, arrêté. Sidération et tension, pardonnez-moi, parce que je voudrais conclure sur ce climat aussi. La loi sécurité globale qui a été votée hier et son article 24 constitue, je cite, un délit d'informer, a dénoncé hier à ce micro Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds que ça n'est pas le cas. Je lui réponds que... Quelle garantie, il vous dira ? Précisément, la garantie, elle est dans le texte. Il y a un amendement qui a été porté par le gouvernement qui permet de clarifier les choses pour dire évidemment que la liberté de la presse est garantie et ensuite que pour ce qui est des citoyens non journalistes, s'ils peuvent continuer à filmer et à diffuser des images. Et la preuve a été donnée lors de la nuit à la place de la République avec des images qui vous ont choqué également. Oui, mais vous savez, précisément, même si le texte avait été adopté avant et que la mesure qui est prévue dans le texte était rentrée en vigueur, ces images auraient pu être diffusées dans les mêmes conditions. Et c'est normal, on est en démocratie, c'est normal que des citoyens, des lanceurs d'alerte puissent alerter, y compris avec des images. Ce qui n'est pas normal, c'est quand vous avez des personnes qui utilisent le visage ou l'image d'un policier pour appeler à ce qu'on le poursuive et à ce qu'on l'agresse. Et ça existe, ça, aujourd'hui. Vous avez des policiers qui se font harceler chez eux, vous avez des enfants de policiers qui se font harceler à l'école, et on doit aussi la protection à ceux qui nous protègent. Et moi, là-dessus, je suis totalement en phase. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.